Bonsoir, c'est le... Alors le géo François Logier, il y a plein de Français dans cette maison. Dans ce qui se passe, ils sont partout, comme on dit pour d'autres ethnies. Donc voilà, dans une salle un peu plus petite, mais c'est pas vraiment très gênant. Ce soir, notre invité est Alain Lutrici. Bonsoir. Bonsoir. Alors Alain était jusqu'ici, ça va probablement être l'occasion de pas mal de questions, était le senior VP de Motorola Mobility. Motorola Mobility, c'était la moitié de Motorola qui s'était décomposée en deux, vous savez, une partie téléphone mobile, d'où Motorola Mobility, qui était dirigée par Sanjay Jha. Motorola Mobility a été acheté par Google pour la modique somme de 12,5 milliards de dollars. Et l'acquisition a été conclue juridiquement, enfin c'est-à-dire finalisée juridiquement, avec l'autorisation du gouvernement chinois fin mai, si j'ai bien compris. Et Google a procédé à des coupes horizontale à partir du haut, ce qui fait que Sanjay et ses plus proches collaborateurs, dont Alain Lutrici, se sont trouvés libérés. C'était prévu. C'était prévu, oui, bien sûr. C'était prévu. Et puis, bon, moi, je recommande, vous le savez, je l'ai déjà dit à d'autres occasions, je recommande de se faire virer le plus tôt possible dans la vie professionnelle. Faites-vous virer. Parce qu'une fois que vous êtes fait virer une fois, vous êtes immunisé. Vous êtes immunisé, vous vous rendrez compte qu'on ne meurt pas, qu'au contraire, ça libère, que ça ouvre d'autres horizons, qu'à l'occasion, ça permet de se constituer un modeste ou moins modeste fécule. Enfin bref, c'est pas grave du tout. Alors, tu es né où? Je suis né à Neuilly. Neuilly. Sur scène. Tes parents, mes deux parents étaient médecins, mon père chirurgien, ma mère anesthésiste, travaillaient ensemble. ils sont connus au boulot? Ils se sont connus À l'internat. Et donc tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur un peu plus âgée que moi et deux petits frères. Et ma sœur est médecin aussi? Non, ma sœur est consultante. Très bien. Et tes deux frères? L'un est chief of staff, président d'une banque française qui s'appelle si la chambre des la caisse des cotisations. Ah oui, petite institution minuscule. Elle achète la caisse des dépôts, c'est à peu près $1 trillion, comme on dit ici, de masse de manœuvre. C'est une énorme institution. Et l'autre, il est en fait ingénieur production dans les vaccins, chez Sanofi. Ah. Il te raconte des histoires de vaccins? Non, en fait, on est tous partis du domaine médical. Oui. Parce que j'avais une longue lignée de... Mes deux grands-pères étaient chirurgiens, mes deux grands-mères étaient médecins. Pour des Françaises, médecins dans les années 20, c'était rare. J'ai un arrière-grand-père couché. On va s'arrêter là. Bon, je vais venir un petit peu. Très bien. Et donc tu as fait... Alors, ta famille a navigué dans le monde ou elle est restée en France? Très ancrée. Donc toi, tu as fait des études à Paris? J'ai fait des études, j'étais aux arts et métiers d'abord. Ensuite, j'ai fait enseignement militaire. Ensuite, j'ai fait... Attends. Alors, les arts et métiers, pourquoi est-ce que tu as choisi les arts et métiers? C'est une très bonne question. Je pense que j'ai voulu être ingénieur sans trop savoir ce que c'était qu'un ingénieur. Mais parce que je ne voulais pas être médecin et que je ne voulais pas faire une école de commerce parce que ma soeur a fait l'école de commerce. Donc comme on a assez de positifs dans la famille, je me dis bon, je vais faire mon truc à moi. Voilà. Tu as fait les arts et métiers Paris? Alors, les arts et métiers, c'était par centre régionaux. Seule la dernière année, c'était à Paris. J'ai fait la dernière année à Paris. Et là, je suis à Angers. À Angers? Ah oui, il faut parler plus fort. Il faut parler plus fort. Non, mais merci de faire la remarque.
Donc, et pourquoi Angers? C'était des hasards? C'était par des zones géographiques. Paris-Ouest, Normandie, Angers. Donc tu sors des arts et métiers, tu fais ton service militaire à ce moment-là, tout de suite. Et tu fais ton service militaire dans quelle arme? Des sous-offres, naturellement. Non, j'étais scientifique du contingent. Scientifique du contingent, c'était le statut qui avait été créé à la fin des années 60 pour les gens qui ne voulaient pas faire le service militaire. Et en fait, je suis arrivé complètement par hasard. Un jour, un type dans les labos, en dernière année aux arts, je pensais faire une demande de report pour faire une opération plus tard. Et un type est passé en disant j'ai une possibilité de service, de piston, mon père travaille dans l'armée, etc. J'ai pas envie de faire mon service tout seul. Est-ce que tu peux pas venir faire ton service? J'ai dit où ça? Il me dit à Versailles, au château. Oui, bon. Et faire quoi? Prof. Voilà. Prof de quoi? Prof de résistance des matériaux et de construction mécanique. Dans le génie. Dans le génie. Donc il y a une très belle école de génie militaire qui est dans les dépendants du château. Et ça, c'est très bien. Voilà. Alors raconte-nous, tu avais combien d'élèves? Tu avais une classe, tu avais combien d'élèves? Non, j'avais 3 classes. J'avais en fait des sous-offres qui faisaient l'équivalent d'un VEP. Ouais. Et j'avais des gens qui faisaient l'équivalent d'un BTS. Et j'avais ensuite une classe qui était des officiers qui sortaient de Saint-Cyr ou de Saint-Provence, des intellos, qui faisaient une validation d'ingénieur de construction. Et alors on va commencer par les premiers. Il y en avait combien qui étaient attentifs dans la salle? Ils étaient tous vachement attentifs, très disciplinés. Très disciplinés. Non, c'est vrai. Pourtant, la résistance des matériaux, c'est boring, mais c'était Personne au fond de la classe. En fait, les gens qui faisaient ça, les sous-offres faisaient ça pour avoir une promotion. En fait, c'était motivé. Donc ça a duré 1 an. Et après, ils t'ont relâché par la nature. Absolument. C'était une très très bonne expérience parce qu'en fait, j'en ai tiré une bonne leçon. Quand on était scientifique du contingent, point de vue militaire, c'est pas très bien vu comme statut pour les raisons que j'évoquais. C'était seconde classe, 500 balles par mois, faire un job finalement normal. Ouais. Et j'avais, on m'avait dit, quand je suis allemand, on m'avait dit t'as pas de bol, t'es tombé sur le lieutenant-colonel qui est le pire, le plus difficile, le plus exigeant, etc. Tu vas être obligé de bosser. Et puis il a eu un accident d'auto. Donc normalement j'étais que assistant commissaire, il a eu un accident d'auto, et le jour où il y a eu un accident d'auto, on dit bon, tous les cours vont être reportés au 2e trimestre, etc. Je dis bon, ok. Je suis réfléchi, pourquoi vous ne voulez pas que je fasse les cours? Alors tout le monde dit t'es fou, pourquoi tu... Oui, dans l'armée, quand on se prend. Alors, tu sais qu'à l'armée, quand on se porte volontaire pour quelque chose, on est considéré comme un dangereux individu. ou un doudingue. Je l'ai vécu. Oui. Alors, effectivement, après, j'ai eu le remords parce que effectivement, j'ai eu beaucoup de travail. Et puis, quand 3 mois après, le pauvre colonel est revenu avec son bras, avec une canne, il y a eu un vilain accident d'auto. Et il m'a dit tu as fait plus que ton service militaire. À partir du moment où tu es là tous les lundis matin pour les couleurs, tu fais ce que tu veux. Donc j'ai fait ce que j'ai fait. Et c'était quoi? J'ai pris des cours d'anglais, parce que je pensais que ça pourrait peut-être me servir un peu. Et puis j'ai préparé mon entrée à l'ISA, qui était en fait le MBA d'HEC, et qui demande un petit peu de préparation, qui demande un dossier assez... Et pourquoi est-ce qu'un ingénieur respectable veut s'abaisser à faire un MBA? C'est une très bonne question. Figure-toi que quand j'étais... donc je suis rentré dans cette école d'ingénieur par hasard. Oui, tu avais de la lumière. Voilà. C'est une très bonne école d'ingénieur. Je me suis dit, il faudrait quand même que je vois ce que c'est. Donc j'ai travaillé tous les étés. D'ailleurs, j'ai essayé, j'avais fait un stage ouvrier à la SNCF. C'était quoi la SNCF, le stage ouvrier? Aide conducteur.
être conducteur de train Mais marchandises. c'est quoi conducteur? Le conducteur t'apporte le café? Dans les trains marchandises, il faut qu'il y ait 2 personnes qui travaillent dans le train. Ouais. Donc il y a le conducteur qui conduit. Et toi, tu fais l'arrière-train. Et lui, et l'aide-conducteur qui fait la conversation au conducteur. Donc tu as fait la conversation. Ouais, mais c'est très bonne expérience. Et tu en as gardé une bonne idée de la SNCF? J'en ai gardé une bonne idée de ce que pouvait être le syndicalisme en France. C'est une expérience très intéressante. On m'avait dit, essaie de ne pas dire de quel milieu tu viens. Le Neuilly, tout ça, voilà, c'était marqué. Et en fait, c'était vraiment une très très bonne expérience sur le plan humain, c'était super. Mais effectivement, j'ai jamais dit exactement où je voulais. Et alors après, j'ai donc cherché les différents métiers d'ingénieur. Donc j'ai travaillé 2 mois et demi dans une boîte qui faisait de l'ingénierie pour le nucléaire. Ouais. D'abord aux études, ensuite au service qualité, pour auditer les fournisseurs. J'ai travaillé pendant 2 mois et demi chez Michelin, en production, dans l'usine de pneus. Et ensuite, j'ai travaillé 2 mois et demi chez Péchinet en recherche. Je faisais la recherche sur la recherche avancée sur les matériaux. J'adorais ça. J'adorais les matériaux. Le métal, non, l'aluminium. La fabrication de composites d'aluminium avec des fils de carbone. Pour essayer d'avoir un aluminium qui tient mieux la chaleur pour faire des pistons, pour remplacer l'acier dans les moteurs. Et ça n'a pas débouché, c'était en fait très difficile à produire. On développait en fait une technologie qui s'appelait le squeeze casting, qui consiste à forger de l'aluminium fondu. Donc on met sous une très forte pression, sur l'aluminium en fusion. Donc ça représente quelques complexités de réalisation, à faire des moules étanches pour pouvoir mettre des suffisamment de pression. C'était très, très intéressant aussi. Mais de tout ça, j'ai retenu que finalement, j'étais peut-être pas bien pour ça. Donc j'ai décidé de faire. Tu as fait l'ISA. Alors l'ISA, ça fait combien de temps? 10 mois à l'époque. Il y avait des stages en entreprise? Il y avait des stages en entreprise. J'ai travaillé dans une PME, un groupe qui à l'époque faisait, je crois me souvenir, 1 milliard de francs de chiffre d'affaires, donc 200 millions. J'avais un copain qui devait prendre la direction générale de ce groupe à la sortie de l'ISA, un peu technicien, avec qui j'avais sympathisé, qui travaillait dans mon groupe de travail à l'ISA. Et il voulait prendre la direction de ce groupe, il voulait que je dirige une des filiales du groupe qui était une filiale de bâtiment. Et en fait, je me trouvais un peu jeune pour ça, un peu inexpérimenté, jeune et inexpérimenté. Mais pourquoi est-ce qu'on te propose comme ça des responsabilités si jeune et si inexpérimenté, à ton avis? Parce que je pense qu'il avait confiance, basé sur les 18 mois il avait confiance dans qu'est-ce ses capacités. Qu'est-ce qu'il a vu en toi? Quelqu'un qui pouvait peut-être diriger cette entreprise. Mais moi, c'était sur le plan humain, c'était quand même très très dur aussi, parce que je me souviens. Tu étais timide? Pas franchement. Mais je me souviens, j'avais dit, bon ok, avant d'accepter, parce que la boîte, le propriétaire de la boîte pensait qu'elle marchait, qu'elle ne fonctionnait pas bien, donne-moi une mission de conseil, et puis je vais voir, je dis à personne que c'est peut-être pour que je prenne la direction générale, je vais aller voir. Et donc je suis arrivé, comme je travaillais encore pendant l'ISA, pendant les vacances de la Toussaint, au 1er novembre, je suis arrivé le jour de la Toussaint, le 1er novembre, et j'avais rendez-vous avec le CFO de la boîte, parce qu'elle avait quelques problèmes de trésorerie, donc j'avais commencé par le CFO. Et donc j'arrive, et le type me fait un grand sourire, il me dit bon, vous installez dans le bureau du directeur général, on sait tous pourquoi vous êtes là. Et puis je lui dis bon, on peut commencer. Et le type avait 50 ans, j'en avais 25, il s'assoit, il se met à pleurer. Il me dit vous ne pouvez pas me virer. Non mais si vous m'avez fait venir aujourd'hui, c'est parce que vous voulez me virer, je sais bien, mais vous ne pouvez pas. Ça a commencé comme ça, et après, ils avaient tous... c'était une petite PME qui avait beaucoup d'histoire,
avec des gens qui avaient réussi à monter un business local à la force du poignet. Et c'est pareil, je me suis dit, bon, c'est pas fait pour moi. Et quand j'ai revu le propriétaire de la société, je lui ai dit, il y a une phase de consolidation de toutes ces boîtes en France, là, il faut vendre. Il faut vendre maintenant, c'est le moment, vendez, Spuds-Batignolles, il y a toutes ces consolidations. Là, il était très fâché. Donc, et puis finalement, un an après, le groupe a déposé son bilan et la boîte a été rachetée par Spuds-Batignolles, mais pour un franc. Pour un franc, ça va. Voilà. Ouais. Donc c'était... Donc ta carrière dans les affaires commençait bien. Voilà. Bon. Alors donc tu sors de l'ISA. Voilà, je sors de l'ISA. Et je me dis, je vais faire du conseil. Tu vas faire du conseil. Voilà, je vais faire du conseil. Et je regarde et je me dis, j'aimerais bien faire du conseil chez McKinsey. Alors pourquoi McKinsey? J'en sais rien. J'étais fasciné par McKinsey. Et puis je passe des entretiens chez McKinsey et chez Mars en parallèle, un cabinet qui s'appelle le cabinet Mars en France. Et puis il y a eu beaucoup d'entretiens chez McKinsey. Au 6e entretien, je me suis dit, je vais à bon pourquoi. Vous ne parlez pas bien anglais, vous ne parlez pas assez bien anglais, ce que vous avez. Il vous faudrait une expérience d'une boîte américaine, 2-3 ans, et puis après vous verrez. Bon. On dirait le refus d'un venture capitaliste à un entrepreneur. Revenez nous voir quand vous avez des clients. Tout ça. Donc, oui, voilà. Non mais ça me rappelle quelque chose. Oui. Donc ils t'ont dit ça. Ils m'ont dit ça. Je suis rentré. J'ai un témoin dans la salle. J'ai ouvert le monde et j'ai vu Texas Instruments. J'ai essayé une boîte américaine. Ça recrute commerciaux. Bon, peut-être que je peux faire ça. Ça peut m'amuser. Et j'ai envoyé mon CV et j'étais embauché. Voilà. C'est comme ça que. Et tu as commencé chez Texas à Villeneuve. Non, à Paris. À Paris, au bureau de vente. Au bureau de vente. Et tu vendais quoi? Je vendais des composants spécifiques. Il y avait combien de pattes? Parce qu'il y avait seuls deux pattes, il y avait des diodes, il y avait des transistors, il y avait trois. Je vendais deux types de composants. Je vendais des microprocesseurs 4 bits. Ah oui. Je vais bien voir. Je me souviens. 8 ou 16 pattes. Et je vendais des chips pour télécartes qui devaient avoir, qui n'avaient pas de pattes du tout. Pas de pattes du tout. Et après, 8 pattes, si je me souviens. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière chez TI. Oui, alors attends. Ils t'ont embauché, j'imagine, tu avais la truffe fraîche, tout ça, ils t'ont embauché, tu te présentes bien, donc ça je comprends très bien qu'ils t'ont embauché. Mais après? Alors après, je me suis pris de passion pour un truc sur lequel ils n'étaient pas très engagés, très comité, qui s'appelait la carte à puce. Et c'est drôle, j'ai trouvé Patrice dans la salle. Et donc j'ai voulu d'abord, on avait un contrat de qui s'appelait Schlumberger que j'ai cassé pour pouvoir travailler avec la star montante de l'époque qui s'appelait GEM+. Et ensuite, j'ai voulu développer une activité avec des processeurs pour les cartes bancaires. Donc j'ai gagné d'ailleurs un contrat qui s'appelle le contrat des Zéroprime, le groupement de cartes bancaires. Et puis, je voulais vraiment créer une business unit dans TI. Finalement, on a créé cette business unit, mais j'en ai pas pris la responsabilité. Je suis resté à Paris parce qu'entre-temps, j'étais promu dans la force de vente. Mais, par exemple, j'ai travaillé avec Patrice ici sur le premier projet TI. C'est la première fois que TI travaillait pour la communauté européenne. Et on avait gagné on travaillait avec un gros projet Patrice qui était en fait dirigé par Patrice, si je me souviens bien. Du premier ARM processeur dans les cartes à puce avec du logiciel Java. Donc c'était très visionnaire comme projet. Voilà, donc j'ai développé ça avec TI. Entre-temps, j'étais promu dans la force de vente. Et donc, ça nous amène en 96 ou 96, j'étais un directeur commercial pour la France, Moyen-Orient, l'Afrique, pour la division semi-conducteur de TI Paris. Tu m'as raconté, quand on a préparé cet entretien aujourd'hui, une histoire d'espionnage qui était assez
assez croustillant. Tu veux en parler? Alors, je peux en parler, je pense que depuis le temps. Ce qui est intéressant, c'est que la personne qui m'a embauché chez TI est un jour parti très brutalement, et il y a eu un article dans Le Monde le jour même qui disait qu'il y avait une rumeur comme quoi il travaillait en fait pour la DGSE, qu'il avait été arrêté par le FBI et que par conséquent il avait été contraint à quitter la société. Ça n'a jamais été confirmé, démenti, enfin. Ce sont des rumeurs. Voilà. Et puis quand on a fait la partie croustillante de l'histoire, c'est quand on a voulu gagner le projet bancaire, c'est zéro prime au bancaire. Il y a une société française qui s'appelait Pulse CB8 qui se disait être le propriétaire du brevet SPOM, le brevet du microprocesseur pour carte à puce. Et par conséquent, il avait fait des menaces en disant TI n'a pas de licence, donc TI ne peut pas le faire. Si TI le fait, on va attaquer TI. Donc avec bien sûr beaucoup de pression sur les banquiers, les banquiers qui sont des preneurs de risques naturels, étaient très confiants. Et puis bon, finalement, on avait réussi à rassurer les banquiers et puis CP8 a tenu son engagement, enfin, les banquiers, c'est-à-dire que le jour où on a commencé à livrer les composants, ils nous ont attaqués. Et alors là, j'ai vu débarquer de Dallas les avocats de TI. Il y avait un type, je me souviens très bien, il s'appelait Léo Heiting, il devait avoir une soixantaine d'années, il est arrivé avec des tiags, un chapeau, enfin le vrai. Et il était vraiment charmant, il m'a dit, tu sais, tu t'inquiètes trop, ça va bien se passer. Et puis il ne voulait pas me dire, parce qu'on dit que quand on est chez TI, si on est dans la division produit, on peut savoir, mais si on est dans la force de vente, surtout en France, on ne peut pas trop savoir. Et donc je l'ai accompagné au meeting, et puis resté 2-3 heures, enfin, moi je fais un temps dehors, il revenait, ça t'inquiète, ça va bien se passer. Puis un jour il m'appelle des États-Unis, il me dit, tu devrais aller acheter le point. Le point, ok, le point, ok. Alors je vais acheter le point, je reviens, je le rappelle, je me dis, alors, je dis, j'ai rien vu. Il dit, oh, ok, next week. Alors la semaine d'après, je vais acheter le point. Et qu'est-ce que je vois? Une histoire déballée par des journalistes du Point qui disent, en gros, Bull CP8 aurait mieux fait de réfléchir à 3 fois et de regarder un petit peu dans son histoire avant de déposer plainte contre Texas Instruments, parce que il s'avérait, il y a des rumeurs que l'invention initiale a été faite chez Texas Instruments dans les années 70 et aurait été piratée par un agent de la DGSE pour le compte du gouvernement français qui l'aurait donné à Bull CP8 qui aurait déposé un brevet sur l'invention. Et le lendemain de l'article du Point, le procès était terminé, suspendu. Le malentendu. Le malentendu avait été réglé. Et donc on a livré des... Tout ça, donc tu es devenu directeur commercial. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont nommé directeur commercial? Pour la France, pour l'Orient. Donc. En fait, on était. Mon patron avait décidé de partir. Il a été viré? J'ai jamais vraiment su. Oui, donc il a été viré. Je traduis. Non, je crois qu'il voulait vraiment avoir un gros poste aux US et il ne l'a pas eu. Il est parti. Je crois qu'il est parti. Et donc, j'ai été son bras droit depuis plusieurs années. Il y a un petit peu de suspense quand même à l'époque. Tu as dû planter des couteaux? Non, justement. J'en ai reçu. C'est toi qui as reçu les couteaux dans le dos. J'en ai reçu, j'y croyais plus d'ailleurs à la fin. J'avais donc à l'époque le président, un vice-président allemand qui s'occupait des ventes pour l'Europe. Et il était un petit peu spécial. Il m'avait appelé, il m'avait dit écoute, je serai à Paris la semaine prochaine. Il m'appelle un lundi, il me dit
bon, je vais prendre ma décision cette semaine. En fait, je l'ai déjà prise. Je serai à Paris lundi prochain. Donc, il faudra que je te voie ainsi que le candidat quand j'arrive. Tu préfères me dire quelque chose Non. Rien. Donc, j'ai attendu une semaine. Et puis, quand il est arrivé, il m'a dit je veux te voir en premier. Voilà. C'est comme ça que c'est passé. Mais je me suis retrouvé, donc, j'avais 32 ans. J'étais le plus jeune dans le staff. Lui a été viré, peut-être 6 mois après. Parce qu'il t'avait donné, c'est pas décision. Ça doit être ça. Le nouveau président, donc, il y avait un nouveau président d'abord qui a remercié, et qui était un Canadien, et qui était venu pour réduire les effectifs. C'était manifeste. Et donc, comme j'étais le dernier arrivé dans cette équipe, j'ai compris que je pourrais peut-être en faire les frais. Donc en fait, je suis passé à l'offensive. J'ai aussi moi-même demandé à avoir un poste aux États-Unis. Et c'était en quelle année ça? C'était en 97. Donc 2 ans après, un an et demi après la mission. Et donc il a accepté et il m'a trouvé un job aux États-Unis. Il m'a envoyé un jour, il m'a appelé à minuit à Paris en disant hey, j'ai un job pour toi, est-ce que tu as un fax? J'avais pas de fax. Et donc je suis allé au bureau chercher une description et j'ai dit oui tout de suite. Et on est parti en début 98. Avec femme et enfant, tu avais combien d'enfants? Deux bébés. Et ton épouse était contente? Elle était ravie. Je lui avais promis que c'était que pour 2 ans. Ah oui. Ici on connaît la blague. Hein. Moi, j'ai dit la même chose il y a 27 ans, j'ai dit la même chose à mon épouse, c'est juste 2-3 ans. Et donc, tu es allé à Dallas. À Dallas, oula. Oui. Là, ça, c'est le Texas. Là, je me suis dit, quand tu as ouvert le monde ce jour-là, tu aurais peut-être pu choisir un truc qui s'appelait California Instruments. Le choc. Le choc des cultures était important. Justement, qu'est-ce qui t'a... Est-ce que tu as un souvenir particulièrement saillant du choc de culture quand tu débarques de France à Dallas? Ben, je me souviens d'être allé acheter des légumes au supermarché avec mon épouse le jour de son arrivée. Ah oui. Et il y avait... le rayon légumes, c'était la moitié du bar qui est au fond de cette salle. Ils n'avaient pas une très bonne tête. Il y avait un petit peu de jet d'eau qui tombait dessus, parce que la climatisation dans l'équivalent de Safe Room, et pas Whole Foods à l'époque, était limite. Et donc j'arrive à la caisse, on avait acheté des poireaux pour faire de la soupe pour les enfants, et je me souvenais plus comment on disait poireaux en anglais. Et en fait, c'est pas un problème. Sauf que la caissière ne savait pas non plus. La caissière me dit what is this? Ah. Alors j'ai pris le papier, la petite liste. Il y avait une petite cheat list. J'ai pris la petite liste et je dis là j'ai please. Okay. Et là, quand on est sorti du magasin, on est vas-y, qu'est-ce qu'on fait là? Voilà. Donc ça c'était un petit peu le choc de Et c'était ton poste? Alors mon poste c'était super intéressant. En fait, c'était à l'époque il y avait tout ce dilemme. La distribution, je crois qu'il existe toujours aujourd'hui, la vente de semi-conducteurs, et les grands comptes, et puis la distribution, et puis les règles qui aident la distribution, parce que les produits sont compliqués à vendre, enfin, tout un business model de distribution qui est très difficile. Et à l'époque, TI avait dit, c'était le début d'Internet, et TI avait dit, enfin Internet pour le business, et TI avait dit on va essayer de vendre directement aux ingénieurs via Internet. Et donc, ils avaient créé une fonction qui s'appelait Mass Marketing pour tous les clients qui n'étaient pas des clients directs. Et donc, j'étais recruté comme directeur marketing dans cette fonction et j'avais en charge en fait de faire les premières distributions via Internet, donc outils logiciels. En fait, j'ai fait les premiers outils développement DSP qu'on a développé, qu'on a délivré via Internet, que les ingénieurs pouvaient downloader d'Internet. Un système
livraison d'échantillons. Donc les gens pouvaient commander, c'était au début du commerce, c'était gratuit à l'époque. Hein, donc les gens pouvaient commander leurs échantillons et on avait déjà mis en place un système de logistique derrière pour pouvoir les livrer. Donc vous pouvez commander un DSP ou des circuits analogiques. Et en fait, je faisais aussi le cross-selling, donc s'il y avait un ingénieur qui travaillait sur un DSP quelque part, il m'envoyait le bombardé d'échantillons, de convertisseurs numériques, opérationnel. donc le database marketing, data mining, c'était très intéressant. Ça durait un an seulement, puisqu'après j'ai rejoint la division Mobile Communications. Voilà. Mais pourquoi? Et en fait, il y avait une ça marchait pas? Ça marchait très très bien. Et il y avait une opportunité et le type qui dirigeait Wireless, c'était un Français. Et il avait tout son staff venait de France, venait de Nice. Et donc les Américains lui avaient dit il faut que tu prennes un Américain pour changer. Et moi j'étais venu par un canal différent, donc j'étais américain. C'est clair. Voilà. Et non, quand je parle anglais, ça se voit tout de suite, mais quand je parle français, ça va. Et donc j'ai rejoint ce groupe à ce moment-là. Et pourquoi est-ce que Texas a investi à l'époque? En fait, c'était rétrospectivement, on ne discute pas, mais à son crédit, c'était le crédit de mon patron d'époque, donc Gilles Delfassi. Il avait travaillé en France, il était à Nice, il s'occupait de la division DSP pour l'Europe en 94-95. Et à l'époque, il avait démarré avec Matra, puis Ericsson, puis Nokia, qui voulaient faire des DSP, mais à l'époque, un GSM, tout le monde disait, les Américains disaient ça ne marchera jamais, l'analogue c'est cheap. Ils allaient voir Motorola, leur disait ça ne marchera jamais. Et donc il avait eu beaucoup de mal, et finalement il avait fini par les convaincre, mais quand il les a convaincus, le management américain, quand il a convaincu le management américain que le DSP, le GSM, le digital allait gagner, ils lui ont demandé de venir à Dallas. Et donc il est venu avec son staff de l'époque en 95. Et donc moi je les ai rejoints en 99, il avait déjà développé toute la partie modem de ce business digital baseband. Et donc tu faisais quoi dans cette Alors moi je m'occupais, donc c'était ma première business unit, donc j'étais responsable des business unit Amérique, qui en fait était un client qu'on avait convertissait de l'analogique au digital, Motorola. Ericsson qui avait une division TDMA à Raleigh, Paris. Et puis une petite start-up qui s'appelait Qualcomm. Ah, à San Diego. Voilà, à San Diego. Et pour Qualcomm, on faisait. J'avais pas réussi à convaincre. Il y avait un type qui dirigeait le design digital, qui était un peu têtu, avec qui j'avais une relation un peu tendue, qui s'appelait Sanjay Jha. Ah. Et pour te finir, il t'a embauché plus tard pour se venger. Il t'a embauché. Il a eu l'occasion de se venger après. Le monde est très petit. Donc il était chez Qualcomm. Il était chez Qualcomm, il s'occupait de la partie digitale. Donc j'avais jamais réussi à rentrer sur la partie digitale. Par contre, sur la partie RF et analogique, du power management, effectivement, on faisait toute la fonderie pour les chipsets, les premiers NSM de Qualcomm. Et Qualcomm est devenu le big dog. Alors Qualcomm un jour a décidé de venir concurrencer. En fait, ils étaient CDMA et nous on était TDMA et GSM. Donc dans le monde de la 2G tout allait très bien. Et puis un jour la 3G est sortie. La 3G c'était wideband CDMA. Nous on disait c'est du GSM, eux ils disaient c'est du CDMA. D'ailleurs à l'occasion on a eu quelques discussions d'IP. Oui. C'était mes premières discussions d'IP aux États-Unis, après la pub. Et là, on a signé un accord de licence croisé. Bonne idée. À l'époque, ouais. Et nous, on faisait aussi du CDMA, et puis on faisait du GSM, puis on faisait de la 3G, et puis on s'est lancé sur le smartphone à l'époque. Qu'est-ce qui fait, vu de l'extérieur, que Qualcomm a aussi bien réussi? Parce que c'est devenu colossal, Qualcomm. C'est devenu colossal. Je crois que, d'abord, à leur crédit, c'est une boîte qui, sur le plan engineering,
a un talent absolument exceptionnel. Mais surtout à l'époque. À l'époque, au début, où il fallait créer les premières architectures, les premières architectures low power, les premières versions intégrées, ils étaient vraiment très bons. Ils ont une très bonne stratégie de manufacturing, avec plusieurs sources sur leur basement. Ils avaient des coûts de... Bien qu'ils n'aient pas leur propre fab, c'est ça, ils n'ont pas des faiblesses, et donc bien qu'étant, nous on pensait qu'en étant fab intégré, on serait plus compétitif qu'eux, mais c'était vraiment très bon. C'est le début. C'était la plus grosse start-up fabless, je pense, de l'époque, potentiellement. Et puis leur IP play était très fort. Des fois, un petit peu. C'est-à-dire que les clients avaient plutôt intérêt. Les clients qui n'avaient pas d'IP, en fait, il y avait une sorte de syndication de l'IP. Si Qualcomm a une position tellement forte sur le marché qu'en fait, quelqu'un qui achetait des chipsets de Qualcomm ne pouvait pas vraiment être poursuivi par quelqu'un qui avait autre chose de l'IP. Voilà. Donc, ils avaient une face, enfin, ils avaient je dirais il y avait d'autres intérêts pour la qualité du produit ou du prix, en fait, c'était très cher, pour les gens qui se lançaient dans le billet à l'époque. Tu m'as dit que tu avais de très bons souvenirs de cette TI. Oui, parce que c'est une boîte, TI c'est une boîte de gentils, de gens qui collaborent, c'est une boîte où finalement les choses ont toujours été plus ou moins faciles pour moi. Donc en 2000, j'ai pris un petit projet qui s'appelait OMA. Il y avait une quinzaine de personnes à l'époque, et essayer de faire quelque chose pour le smartphone. Ouais, c'est des processeurs comme et puis voilà, c'était des processeurs pour essayer de faire des smartphones. Et puis. Tu avais qui comme client? Tu as eu qui comme client là-dedans? Alors, mes premiers clients, en fait, on avait démarré un peu avec Nokia, mais ils n'étaient pas sur l'architecture. On avait démarré avec Ericsson, ils n'étaient pas sur l'architecture. J'ai pris la direction de ce projet, et en fait, je suis allé voir Docomo. Parce que Docomo, à l'époque, lançait la 3G en premier. Oui, je me souviens. Et donc... j'avais essayé de ramener un de leurs téléphones du Japon. Ils ont refusé de me le vendre. Et donc Docomo, on était la première société, je crois, américaine à signer un contrat de confidentialité avec Docomo. Et on avait présenté au MAP à Docomo, et ils avaient décidé que c'était super, et ils avaient décidé qu'ils allaient imposer à tous les fabricants japonais. Donc en une décision, tous les japonais sont vus, donc NEC, Panasonic, Sony, et après Sharp est rentré dans le business, Mitsubishi. Et donc pendant 3 ans, 4 ans, et une fois qu'on avait commencé à gagner le marché japonais, Nokia est revenu, et on est parti avec Nokia, Ericsson est revenu. Donc TI a dominé le marché pendant un moment. Et maintenant ils sont, je crois que l'année dernière, je ne connais pas leur part de marché exacte, mais ils ont une très bonne part de marché pour toutes les applications mobiles. Je ne sais pas si les publics qui sont dans certaines tablettes, il faut que je fasse attention, mais je pense qu'ils ont un bon tiers, si ce n'est 40%. Quand je suis parti en 2007, on avait 75 ou 80% de part de marché. Et donc, le marché était beaucoup plus petit à l'époque. Oui. C'était avant le smartphone 2.0. Voilà. Non mais sérieusement. Moi j'appelais ça l'époque du smartphone 2.0. Il y avait Palm, RIM, Windows Phone, Windows Mobile, Nokia, si bien, il y avait tous ces gens-là qui étaient extrêmement prospères dans le mobile et qui ont tous... Encore tous, oui. J'ai regardé aujourd'hui, tu peux acheter Nokia et RIM pour 11 milliards de dollars. Les deux. Sérieusement.
Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu es parti de TI? Parce que tu as fait une très belle carrière, tu étais très content, avec des gens qui visiblement t'appréciaient, te traitaient d'une façon qui était plutôt éthique. Non, parce que ce que je sens, ce que tu m'avais dit, mais ce que je sens même aujourd'hui, c'est que TI apparaissait comme une société, moi je dirais un peu comme l'ancien modèle Hewlett-Packard. C'est-à-dire on fait des affaires avec des ingénieurs, on les fait bien, on raconte pas trop de conneries, on livre les produits à peu près avec les features promises, à peu près dans le délai, à peu près dans le prix. Et assez bien près du prix pour que les gens sont contents. C'est ça. C'est ça. Bon. Et donc par masochisme, non mais sérieusement, j'ai pensé, bon, j'ai pas eu l'opportunité, je voulais, quand mon patron est parti. Ton patron c'est qui? C'était DFS. Il est parti où? Il est parti à l'époque, il était remercié. Et remercié parce que parce qu'en fait, il y avait un gros changement de stratégie dans TI à l'époque. TI voulait se concentrer sur l'application processeur et voulait sortir du modèle. Ça c'est public. Ça c'est une bonne idée ça. Ça c'est public. Et donc TI voulait... et nous en fait, j'étais le bras droit de Gilles à l'époque, on voulait continuer à croître, on voulait consolider. Donc on avait proposé un certain nombre d'acquisitions. Et on pensait qu'il y aurait deux suppliers pour cette industrie, Qualcomm et TI. Et donc on voulait racheter un certain nombre de compétiteurs qui avaient des technologies complémentaires aux nôtres et amorcer cette consolidation. Voilà. Je pense que c'est une stratégie qui était tout à fait valable, mais le CEO de TI à l'époque cherchait plutôt, il y a beaucoup de risques dans wireless, il y a du risque dans le business model, et il cherchait plutôt c'était très important comme business pour TI, c'était faisait 5,5 milliards de dollars sur 15, donc pratiquement 30% de chiffre d'affaires, sur un business avec du risque. Et lui, il aimait bien, en fait, il voulait développer TI comme le leader mondial de l'analogique, composant analogique, qui est un métier beaucoup plus stable, que même quand ça va mal. Qui est-ce qui font les diodes de Trius? Ah, je ne sais pas. C'est pas Texas. Je ne sais pas, mais c'est... Il voulait vraiment faire d'abord un business, orienter la boîte vers un business beaucoup plus stable et donc dérisqué. Par contre, il aimait bien le côté application processor, il aimait bien en maths. Donc quand Gilles est parti, il y a ce changement de stratégie. Il a nommé un Américain pour le remplacer. Moi, je pensais que j'étais prêt pour prendre la place de Gilles. Je me suis dit, bon, c'est pas une raison pour partir. Et puis, en fait, j'ai été sollicité par 3 sociétés. Non, pas Sanjay à l'époque. J'ai été sollicité par... Sanjay n'était pas encore chez Motorola. J'ai été sollicité par un CEO de Motorola qui est parti, qui s'appelait Ron Gary. Qui est pour le pauvre. Qui est parti chez Dell juste après, donc je n'ai pas finalisé avec Ron. Ouais. Il a été, mais par contre son successeur m'a fait une proposition. C'était qui celui-là? C'était Thierry Vega, elle s'appelait. C'était 6 mois. Et puis j'ai une proposition de Dell, par Ron Garrick en fait, qui voulait me prendre chez Dell. Et puis j'avais une proposition d'un fabricant de semi-conducteurs. Raconte-moi ta conversation, parce que tu raconte ta conversation avec Dell. Parce que ça, je trouve ça assez sur le virtual R&D. Oui, en fait, bon, je choisis mes mots. Non, mais je le traduirai. C'est pas toi qui dis des choses désagréables, je le ferai pour toi. Non, j'ai rencontré donc. Avant d'avoir l'offre finale de Dell, j'ai rencontré Michael Dell. Alors qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait t'embaucher pour vraiment rentrer dans le mobile. Pour définir la plateforme et les produits. Parce qu'ils avaient déjà essayé auparavant. Ils avaient commencé un petit peu, c'est vraiment quand même le début. Ils avaient essayé un an avant, ça n'avait pas bien marché. Il y avait une truc à base de Windows mobile. Voilà, et donc Ron avait un plan très ambitieux et il cherchait quelqu'un pour la plateforme et le produit. Et
Et donc moi je me disais, bon, j'avais discuté avec Ron, je lui ai dit, il va falloir investir, parce que si on veut faire notre plateforme et nos premiers produits, il va falloir investir beaucoup en R&D. Et à l'époque, j'avais regardé, donc Dell investissait, je crois, 600 millions de dollars en R&D pour tout business. Pour, à l'époque, je ne sais pas, 30 milliards de dollars de business peut-être. Et donc la question cruciale que j'avais posée à ce déjeuner, c'était combien on va avoir d'argent pour lancer ce... Et la réponse était pas assez. 60 000. Voilà. Mais avec une promesse de m'apprendre comment utiliser l'external R&D et qu'il n'y avait pas besoin du tout d'avoir autant d'argent pour réussir dans ce business. Ça, en d'autres termes, on va chez les fournisseurs à Taïwan, et puis on prend ce qu'il y a sur les étagères, et puis on le boulonne ensemble. Alors ça a très bien marché à une époque pour Michael Dell, dans le PC belge, parce que j'appelle le PC tournevis. Ça a superbement marché. Parce qu'il utilisait l'argent de ses clients et l'argent de ses fournisseurs. Il se faisait payer par les clients et les fournisseurs. Ça marche merveilleux. Oui, non, mais c'est merveilleux. Le problème, c'est que dans des produits miniaturisés, voilà. C'est pas la même chose. C'est très, très différent. Le tournevis, c'est beaucoup plus petit. Donc tu n'étais pas rentré chez Dell. Voilà, je suis pas rentré chez Dell, je suis allé chez Motorola. Alors oui, chez Motorola, qui t'a embauché chez Motorola? Terry Vega et Greg Brand. À l'époque, Greg Brand n'était pas le CEO encore. Ed Zander était CEO, j'avais rencontré Ed. Ah oui. Et donc ensuite j'ai rencontré Greg et Terry Vega. Et donc quand je suis rentré chez Motorola, en fait j'ai pris un job technique, puisque j'avais les plateformes. Et donc pratiquement tout le R&D, à l'exception du CDMA. Et l'objectif c'était de réduire le nombre de plateformes. Ouais, tu m'as raconté, il y avait quoi? On les a comptés, on les a recomptés. C'est bien compté, je me souviens pas du compte exact, mais rien que sur Linux, il y avait trois plateformes différentes concurrentes qui se faisaient la concurrence sur Linux à l'époque. Plus, en fait, on les a toutes essayées, puisque j'étais recruté pour les réduire, mais la première décision qui a été prise 2 semaines après que je sois arrivé, c'était d'investir dans Symbian numérique. Donc on a rajouté une avant de... Oui, parce que comme on le sait, plus on a de plateformes, mieux ça marche. C'est pas tout à fait ça. Voilà, donc c'était une aventure incroyable. Ouais, c'est ce qui a fait le malheur de Nokia aussi, qui avait 4 plateformes. Donc tu es rentré, alors quand est-ce que Sanjay est arrivé là-dedans? Alors Sanjay est arrivé pratiquement 1 an après. Il t'a trouvé dans une salle de réunion et il t'a foutu dehors, ou au contraire parce qu'il se souvenait, il avait demandé souvenir de toi? Oui, parce qu'il y a eu un petit épisode au passage entre les deux, c'est que quand il était président de Qualcomm à l'époque, Qualcomm a attaqué Texas Instruments. Et attaqué Texas Instruments on a fait une annonce pour se lancer dans le CDMA. Et le jour de cette annonce, quelqu'un a malencontreusement n'a pas dévoilé les termes de l'accord de licence qu'on avait avec Qualcomm, mais plus ou moins. Et comme c'était moi qui faisais la présentation ce jour-là, c'est moi qui ai été accusé par Qualcomm d'avoir fait cette divulgation, qui n'avait pas été faite en fait, puisque le procès a été abandonné, puis perdu par Qualcomm. Après un an et demi, mais c'était difficile. Donc, tu as passé du temps avec les avocats. Voilà, j'ai passé pas mal de temps avec les avocats, sympa. Avec un court reporter qui... Voilà, absolument. C'était un bon entraînement, parce que j'ai pu le refaire depuis récemment. C'était une époque tendue entre Sanjay et moi. Donc quand il est arrivé, le jour de son annonce, j'ai dit je ne vais pas rester longtemps. Il faut que tu réchauffes ton résumé. Non, en fait, j'ai eu un jour dans la vie, c'était très tendu au début. Ce qui s'est passé, c'est que
j'avais la responsabilité des chipsets, des plateformes chipsets et software. On faisait à l'époque, on faisait encore nos propres chipsets chez Motorola. Enfin, on faisait encore. J'avais arrêté tout ce qui était pas 3G et j'avais commencé, j'avais un chipset WiMAX. Et j'avais décidé que le WiMAX n'avait pas d'avenir. Et donc, j'avais converti cette équipe sur le LTE. Et puis, on avait toujours le chipset de Freescale. Enfin, j'avais terminé, on avait rompu, ça aussi sous ma responsabilité, l'accord avec Freescale. Et Sanjay essayait de rentrer, mais avec Qualcomm, pour devenir le principal fournisseur, et demander, essayer de convaincre Motorola d'abandonner tous les investissements sur le fournisseur. Et de choisir un chipset de Qualcomm pour faire les premiers smartphones. Et donc quand Sanjay est arrivé, la grande décision à prendre, c'était est-ce qu'on continue sur l'architecture que j'avais décidé avec mon équipe, qui est une architecture à base de FOMAP et d'un modèle custom Motorola, ou est-ce qu'on passe sur, à l'époque c'était le 72 euros par celle de Qualcomm. Et donc en fait, bien sûr toute la boîte s'attendait à ce qu'on passe chez Qualcomm. Et Sanjay a été plongé pendant 8 semaines, il a fait un audit, il est allé dans tous les détails de l'architecture, de l'état d'avancement de développement, la taille, enfin, bref, tout, la performance multimédia, tout, le graphique, tout. Pendant 8 semaines, c'était l'audit, travailler les équipes techniques, travailler 24 heures sur 24. Et en plus, tout le monde pensait que l'auto se perdait, et en fait, au bout de 8 semaines, il a dit on va garder cette solution, elle est meilleure que la solution de Qualcomm. Voilà. Donc ce jour-là, je me suis dit, ça c'est quand même un bon exemple de leadership. Et on va faire quelque chose. Voilà. Ça c'était en quelle année? C'était 2008, fin 2008. Juste à ce moment-là, on a choisi de se concentrer sur, à l'époque, Android et Windows. Ouais. On a annulé tous les programmes Symbian, et on a démarré la partie, on a démarré ce qui est devenu Motorola Mobilité. Et donc ça a duré 3 ans. Ça a duré 2008, 2009, 2010. 2010, on a passé l'année à négocier avec l'autre partie de Motorola, le split. Oui, pour la séparation. La séparation. Ça c'est super intéressant aussi parce que il fallait décider qui va garder la marque, qui va garder l'IP, comment on sépare le cash, parce qu'on est pas de cash. Et c'était des négociations très difficiles. Et en fait, je ne veux pas en prendre le crédit, puisque moi j'étais très peu impliqué dans ces négociations. Je faisais plutôt la partie produit et opération de vente derrière. Mais comme c'était difficile de décider qui prendrait quoi, finalement on a tout pris. Et qu'est-ce qui reste chez Motorola, à part les radios des flics et des pompiers? Il y en a des radios, des militaires aussi. Des pompiers, et une partie qui s'appelait entreprise. C'était les machines sans fil quand tu vas chez Avis, quand tu vends ta voiture. C'est un symbole. Symbole. Oui, le symbole c'était. Une acquisition faite par Alexander en 2006 pour 2007. Moi j'ai connu Alexander quand il y avait des cheveux. Je sais pas. Non, mais ça il avait une énorme tignasse de cheveux noirs. C'était en 60, qui est connu en 74. Il parlait déjà aussi vite. Symbole, c'était des gens qui au début avaient pris du Palm, voilà, et qui après ont pris du Windows Mobile. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup amusé l'histoire de Symbole. En fait, je la connais assez peu, je suis resté très distant. Alors qu'on a fait un partage on a pris la marque, il a fallu qu'on négocie, là j'ai pas mal, un partage de qui peut faire quoi, qui peut faire des private mobile radio, qui peut faire. Est-ce que nous, par exemple, si le Department of Defense veut acheter des droïdes, est-ce qu'on a le droit de leur vendre des droïdes? Négocier. Ça a duré combien de temps? 18 mois. 14. Pour
donc la négociation a duré 18 mois. Et la séparation a été faite. La séparation a été faite et donc Sanchez s'est retrouvé patron de l'entreprise la plus intéressante, on va dire ça. Il y a aussi les radiotactiques et tout ça. Non, sérieusement, les radiotactiques, c'est... L'autre, c'est un bon business, hein. C'est leur stock depuis le spin-off, c'est pas mal apprécié. C'est un bon business, un petit. Il est moins menacé. Voilà, très bonne position concurrentielle. Et donc vous êtes retrouvé avec une entreprise qui faisait des smartphones, Android essentiellement. Voilà. Windows Phone, Windows Mobile. On avait décidé de faire les deux en fait, parce qu'on voulait au début pouvoir avoir un moyen de pression, d'équilibrage. Je parle plus de telle et puis en fait à l'époque Windows 7 Windows Mobile 7 devait être lancé fin 2009. Et sûr, parce que Ballmer disait, en 2012, on aurait 40% du marché. Et puis mais 2012 n'est pas fini, c'est vrai. Excusez-moi. Et puis finalement, à Barcelone, ils nous ont annoncé qu'ils auraient peut-être aussi 6 à 9 mois de retard. Ils voulaient quand même qu'on mette plus d'ingénieurs sur Microsoft que sur Alors, donc on sait ce qui s'est passé. Sanjay, qui est un très bon homme d'affaires, a vu que il y avait deux choses qui se passaient. Un qui était la guerre des brevets, qui a complètement changé, puisque pour faire des PC, toujours pour revenir au PC tournevis, il y a très peu de contenu brevet, alors que dans les produits tout petits, avec des radios quadriband, Wi-Fi, Bluetooth, machin, c'est extraordinaire en fait. Donc c'est des choses qui sont très compliquées, très sophistiquées, avec beaucoup de propriétés intellectuelles. Donc Motorola avait beaucoup d'IP. Et puis les affaires du smartphone, c'était devenu un peu compliqué. Alors en fait, dès le début, Motorola avait beaucoup d'IP, et ce qui avait choqué le plus Sanjay quand il est arrivé, un jour il a dit d'ailleurs, il y a plus à la surprise générale, quand il a choisi l'architecture OMAP pour les smartphones, il avait dit il y a deux trucs qui marchent bien, ont de la valeur dans ce business, c'est l'IP et les plateformes, la plateforme hardware. Et donc Motorola avait utilisé l'IP de manière uniquement défensive. Et quand on a fait le spin-off, un certain nombre de nos concurrents ont décidé de devenir plus agressifs. Mais on avait très bien préparé, il avait vu venir, et donc on était très bien préparé. Donc on a été attaqué par Microsoft, avec ici ils ont perdu, par Apple avec ici ils ont perdu. On a eu des négociations qui ne sont pas publiques avec d'autres, un certain nombre d'acteurs qui ont été très favorables à Motorola. Donc je dirais que le plus gros succès qu'Apple, qui a été vu par Google, c'était la bataille d'IP. Et le business smartphone, on a très bien démarré. On avait dû couper beaucoup dans les régions. On avait dû couper beaucoup en Europe en particulier. On s'était concentré sur la Chine. On a une très bonne position dans le smartphone moderne en Chine. Et puis les États-Unis avec Verizon, bien évidemment, un partnership très engagé. Et l'Amérique latine. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que c'est ce qui... je devance peut-être sûrement même des questions de l'auditoire, mais maintenant, il y a Motorola qui est dirigé, je veux dire, par Google, puisqu'ils ont mis un spécialiste de la publicité, un commercial de la publicité pour diriger Motorola. On peut penser ce qu'on veut d'une telle décision, mais qu'est-ce que Google peut faire de Motorola à part le portefeuille de brevets? Je crois que Attends, qu'est-ce que tu... Alors, non, je vais poser la question différemment.
tu es le patron, au lieu que ça soit ce gars-là, c'est toi qui t'es resté chez on peut toujours... tu n'es pas obligé de répondre. Hein. Mais tu es resté chez Gugorola, tu es le patron de la division de la partie Motorola. Google te dit, présentez-nous le business plan des 3 prochaines années. Quelles sont les 3 premières lignes du transparent? Je pense que je réduis la taille de l'entreprise de manière significative avec la taille du portefeuille. Ce qu'on avait commencé à faire, mais en n'étant pas sous... quand on doit donner ses résultats quarter par quarter, c'est très difficile de faire des bonnes stratégies. Maintenant que vous êtes privé, voilà. Il faut le privé sous la protection l'égide d'une société qui gagne beaucoup d'argent. Je pense que les transformations fondamentales qu'on avait commencé à faire sur les 4 dernières années, qu'on n'avait pas pu conclure, vont continuer. Et ça veut dire quoi? Tu ferais quoi? Un modèle, 2 modèles, 3 modèles? Good, better, best, comme on dit dans le marketing américain. Voilà, peut-être 4 et je resterai dans mes tablettes. Oui. Voilà. Mais les tablettes, c'est un business un business manager. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le leader incontesté. Alors c'est drôle parce que d'ailleurs tout le monde pense que c'est Apple qui a inventé la tablette, mais j'ai vu acheter un article l'autre jour Microsoft, Bill Gates qui a fait même le lancement de la première tablette. Tout le monde a oublié. Donc l'inventeur de la tablette, c'est Steve Sakoman, Voilà. qui travaillait pour moi chez Apple, qui est venu me voir en juin 87 en me disant « je me tire ». Et j'ai dit, bah écoute, on vient de lancer de Macron, on vient faire marche justement, ça va, c'est bon, le job done. Et il me propose, il me dit, voilà, je vais faire une tablette de la taille d'une page, avec l'argent de Beach Kapor. Et donc on l'a convaincu de rester, et il a commencé un projet qui s'est appelé Newton, qui était une tablette full page. En 90, lui et moi, on est partis d'Apple, moi viré, lui derrière moi. Parce qu'un soir, j'ai dit, Scully m'a demandé ce que je pensais de lui, je lui ai dit à dîner. Non, mais il a eu raison de me virer. Et donc, tout le monde pensait à faire la tablette, mais la tablette de Newton, qui est sortie en 94, c'était une invention d'Apple en 87. Juste pour plaider. Et en fait, c'était pas du tout la première tablette. La première tablette, c'était le Dynabook d'Alan Kay. Et puis après, il y a eu une société qui s'appelait Grid Computing, qui a fait une tablette aussi, bien avant Microsoft. Alors évidemment, comme je suis vieux et que je n'ai pas encore Alzheimer, c'est bien de... Comment? C'est bien de préciser. Non, je me souviens très bien de ce sujet-là. Et j'ai vu tous les... Il y a eu, après ça, il y a eu Go et EO, avant Microsoft. Parce que la tablette de Go et EO, c'était aussi avant Microsoft. Il y avait Alain Rossmann qui était là-dedans, avec l'argent d'ATT. Enfin, c'était un domaine... Pendant 30 ans, le marché a essayé de faire les tablettes. Ça n'a jamais marché. Comment? Ça n'a jamais marché. Non. Mais ça, c'est pour une autre... Ça marchait presque. Comment? Ça marchait presque. Oui, ça, c'est comme la mayonnaise. La mayonnaise, si elle marche presque, c'est vraiment pas bon. Il faut raconter ça une autre fois parce que je connais vraiment bien l'intérieur de ce qui s'est passé dans les tablettes. Pourquoi là, Google vient d'annoncer Nexus 7 avec Voilà. Asus et n'a pas pu faire par Motorola? C'est très très très. Oui, la question c'est pourquoi. La question, je vais répéter, pourquoi est-ce que, on allait y venir justement, pourquoi est-ce que Google fait une tablette avec Asus, tablette CentOS Asus, plutôt que de la faire avec... C'est excellent pour le coup. Je crois que le challenge de Google, c'est justement cette dualité entre être un fournisseur de plateformes gratuites
neutre, suisse. Enfin, avec les comptes. Voilà. et les marchands d'armes aussi, c'est les marchands d'armes suisses. Et cette dualité entre ce business model et puis avoir sa propre division qui fait des téléphones, des tablettes. Et donc tu es le patron t'es le patron de la division, tu me dis 4 téléphones. Oui. Alors ça c'est bon, hein, tout de suite. Enfin bon, ça c'est autre chose. C'est un trop, au moins un trop. Et tu fais deux tablettes. Non, je plaisante. Et puis deux tablettes. Voilà. Et tu as besoin de quoi pour ça, comme argent? Beaucoup moins que... Oui. Ouais. Et pourquoi vous avez dit que c'était un marché très difficile? Alors pourquoi c'est un marché très difficile? Parce que pour l'instant, Apple a fait un produit qui est vraiment parfait, premièrement, avec un excellent marketing. L'écosystème très fort dès le début, donc beaucoup d'applications. Et donc ça c'est les trois coups. Après donc le cost qui vient de la taille qu'ils ont, ça ils l'avaient pas au départ. Donc ils ont fait très fort avec ces trois éléments au lancement de leur première tablette. Et en fait la plateforme Android, je pense qu'elle n'était pas prête. Donc la première instantiation c'était Honeycomb et nous on a fait la première tablette avec Zoom. Déjà elle était retardée de près de 4 mois son introduction. Et puis tous les services que Google voulait lancer n'étaient pas là. Et les applications n'étaient pas terribles. Donc en fait, très vite, ce qui s'est passé, c'est que je pense que c'était peut-être une erreur de précipitation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait une bonne tablette, on achetait Apple, on voulait une tablette pas chère, on achetait Android. Et ça c'est très bien. Donc ça, en plus, d'autant plus que Android est une plateforme complètement ouverte. Et le premier projet dont on était amoureux était retardé de 4 mois ou 5 mois. Après le lancement de la première tablette, on a quand même vendu plus d'1 million. Après le lancement de cette première tablette, il y en a eu, je sais pas, 15 ou 20 qui sont arrivés sur le marché, de qualité complètement inégale, avec un consommateur qui n'est pas encore bien éduqué, donc il se disait une tablette 7 pouces, une tablette 7 pouces, c'est la même chose. Ah non, il y en a une ou 10 pouces, c'est la même chose. Non, il y en a une qui a un écran de haute qualité, IPS, etc. L'autre qui a un écran pourri, avec une technologie LCD moyenne. Pas assez de RAM. Il y a BMW et Chevrolet. Voilà, donc ça a été un marché qui a été d'abord très difficile pour ça. Ensuite, Amazon est arrivé sur le marché avec aucun besoin de gagner de l'argent sur le hardware. Et donc, à partir du moment où ils ont lancé leur Kindle Fire en septembre, ça a donné le coup de grâce, je dirais, aux fabricants de tablettes Android. Et ça, c'est aussi quelque chose que Google va devoir résoudre, parce que finalement, le gros volume sur la tablette Android aujourd'hui, c'est pas vraiment Google, c'est la branche Amazon. Ce qu'il faut... C'est une excellente tablette pour ce prix. Enfin, ça on verra. On verra. Parce que moi, j'en ai commandé une. J'ai fait le test, c'est excellent pour le prix. C'est incroyable. J'en ai commandé une et moi, je veux jouer au client. Donc, je veux acheter et voir ce qui se passe une fois que j'ai acheté le produit. J'ai acheté un Samsung Galaxy Note. J'en achète toujours, maintenant que ma femme se plaint, j'en ai un chaque. Ça explose un musée. Mais non, je pense Il faut faire attention parce que ce que les gens achètent, on n'achète pas un produit. On n'achète pas une liste de caractéristiques. Ce qu'on achète, c'est un vécu. Un vécu, et le vécu... Oui. J'ai testé. Non, mais votre opinion est respectable. Votre opinion est respectable, mais les mesures sur le marché montrent que les gens n'achètent pas avec le Cortex, ils achètent avec leur trip. Ils achètent le vécu du produit. Et le vécu du produit, c'est en particulier l'écosystème, et Amazon a un écosystème extraordinaire. Et ils vont sortir toute une série de tablettes. Un de nos enfants travaille chez des stagiaires chez Kindle, il ne peut rien me dire. Alors donc les conversations à la table du dîner, c'est intéressant. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils vont sortir plusieurs tablettes à la rentrée. Et ils ont un écosystème absolument superbe.
et un système commercial extraordinairement rodé, une façon de traiter les clients très supérieure au reste de l'industrie, et c'est ça que les clients achètent. Les clients achètent le vécu. Ils n'achètent pas une liste. Les histoires, depuis que je suis dans le métier, je vois les discussions avec ma liste de caractéristiques est plus longue que la tienne. Les applications Kindle, elles sont accessibles directement sur le site. Je pense qu'il y a On va voir. J'ai un angle de réponse un petit peu différent. Je reviens à l'idée que Google va devoir gérer la dualité entre la plateforme et les produits et compte tenu de la sensibilité, de la susceptibilité de Samsung en particulier, Samsung, HTC, etc. Je pense que la plateforme Android ne pouvait pas choisir un produit Motorola Mobility pour être le premier véhicule de la nouvelle plateforme logicielle tablette. Et donc tu es le PDG on revient, tu es le PDG de Motorola à l'intérieur de Google. Donc tu fais du téléphone intégré vertical. Voilà. Comme comment s'appelle cette société-là? C'est ça qui fait. Ah non, mais c'est clair. Moi, j'ai vu des gens de Google il y a presque un an qui me disaient que c'est ça qu'ils voulaient faire. Ils en avaient marre de faire tout le boulot et d'avoir tous les ennuis et pas beaucoup des bénéfices. Non, mais je trouve que c'est la bonne chose à faire. Ça... Et alors, comment on fait mieux que Samsung alors? Si on est ancien le PDG de Motorola, de Google, comment on fait de meilleurs produits que Samsung, par exemple? Sur le smartphone. Aujourd'hui, je pense que, bon, ça c'est peut-être une aventure, je pense que certains produits Motorola sont meilleurs que Samsung. Meilleure batterie, meilleure performance, design, c'est une question de goût. Si on voit le succès par exemple du Razr Max chez Verizon comparé au Nexus de Samsung, il n'y a pas photo, c'est 10 contre 1. Et ça, c'est quelque chose qui est marketable. Comment on sait se différencier? C'est un écosystème Android ou tous les produits sont pareils? Comment on se différencie? Je pense que l'intégration, de plus en plus, quand on avance dans les capacités software et l'intégration, le savoir-faire système qu'il faut pour faire un super produit, il existe ici. Il y a le bouche à oreille, l'arme de marketing la plus forte qui existe encore aujourd'hui, c'est le bouche à oreille. Donc, par exemple, si quelqu'un achète une tablette Nexus, Asus, Google, et qui a tous ses avis, c'est super, ça va être un mouvement viral qui va être une vague irrésistible. Irrésistible. Si le produit, si le vécu des clients est bon, parce que la plupart des clients n'ont pas envie de se mêler de... Enfin, évidemment, des gens comme moi, on va regarder les caractéristiques techniques, mais moi, je ne suis pas un être humain normal, donc je ne compte... Non, sérieusement, je ne compte pas dans cette clientèle. Les actions d'achat sont très sociales. C'est qu'est-ce que tu as acheté, est-ce que ça t'a plu, etc. Et ça ne date pas des smartphones. Pensez aux conversations au Café du Commerce à Paris, boulevard de la Motte Piquet-Grenelle. Il y a deux gars au bistrot, que j'ai vécu, deux gars au bistrot. Il y en a un qui dit « Ah, qu'est-ce que j'ai comme emmerde avec la Citroën ?» Et n'arrête pas de se plaindre de sa BX à l'époque. Et l'autre lui dit « Mais non, pas du tout, la mienne marche très bien. » Regardez la conversation. L'autre qui donne des faits qui sont incontestables, il a 18 pannes en un an, et l'autre lui dit non, pas du tout, la mienne marche très bien. Et c'est donc, il y a deux choses là-dedans. Il y a le sentiment viscéral des gens vis-à-vis de leurs produits, et la façon dont le bouche à oreille est vécu comme étant négatif ou positif pour un produit. C'est extraordinairement important. Et le marketing, la publicité, tout ça, ne peut agir que s'il est en train de pousser par derrière une vague de bouche à oreille positive déjà
déjà existants. Et c'est pour ça que la Nexus, moi j'ai hâte de recevoir ma Nexus 7, là, justement, je l'attends avec impatience parce que j'ai acheté une Kindle Fire que j'ai vite refilé parce que la tablette n'est pas très bonne et que c'était assez cheap. Ouais, c'est ça, C'était et en cheap. plus, ils enferment les gens dans un environnement limité. Alors Samsung, Motorola, je pense que Google, franchement, pour 12,6 milliards, c'était un bargain. Parce que l'IP est phénoménal. Et ils ont la possibilité de faire prendre des décisions économiques que nous, c'était plus difficile pour nous de les prendre. Et ils ont un asset que nous, on va pouvoir faire de l'intégration verticale, de faire de la Est-ce qu'ils ont l'expertise de l'intégration verticale? Est-ce qu'ils ont, est-ce que c'est à Libertyville? Est-ce que c'est ici? Est-ce que Apple, ça fait forcément 25 ans qu'ils travaillent. Motorola cette IP a été construite sur. Oui. Motorola a un héritage, comme on dit en américain, dans le mobile, dans la fabrication de petits objets, dans la miniaturisation. Souvenons-nous quand même de l'extraordinaire succès du Razer. C'était un produit petit, esthétique, extraordinairement bien fait, et que les gens de Nokia ont regardé en se disant « Ah, qu'est-ce qui est arrivé ?» Parce qu'ils avaient à l'époque leur savonnette. Là. Nokia faisait des petites savonnettes. Moi j'en ai eu une 8801 qui était une merveille, on tirait. C'était très beau. Non, mais c'était des produits merveilleux. Et puis Motorola est arrivé à l'époque et pendant un moment a tout ramassé sur le marché avec le c'était avant ton intervention. Dans la décision de Motorola, c'est très bien joué. On parle en fait d'IP, de mobile, tablette, téléphone. Et il me semble qu'il y a une troisième partie, qui est les modems ou les set-top box chez Motorola Mobile. Est-ce que vous pensez que Google pourra en faire quelque chose? Est-ce qu'ils pourraient en faire quelque chose? Certainement. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ça, je ne sais pas. Je crois que c'est une réponse de réponse. S'ils en avaient une, je ne pourrais probablement pas la donner ici, mais c'était. C'est un business qui est très intéressant potentiellement pour Google. La question c'est est-ce que ce sont des business qui sont avec une legacy très importante dans un écosystème fermé un petit peu du passé. Et la grande question c'est est-ce qu'on peut faire évoluer cet asset sans compromettre complètement les relations avec le passé et continuer le leadership dans la nouvelle phase de développement de cette industrie, ou est-ce qu'il vaut mieux faire table rase et recommencer de zéro? C'est ça quelle est la meilleure stratégie pour réussir? Et très franchement, on a gardé ces deux business très séparés. On a essayé de développer un moment un petit peu de synergie entre les deux business, mais on en a fait très peu. Donc on a ces deux business très séparés. C'était quoi la collaboration entre Motorola et Samsung en 2008? Et comment vous voyez dans 3 ans la contribution de Motorola sur Google Revenu? La contribution de Motorola, pardon, sur Google Revenu ou profit? C'est une bonne question. Alors la première partie de la question, c'est la collaboration entre... Samsung et Motorola en 2008. Collaboration. Parce que c'était sur les plateformes. Oui, parce que... Voilà, on travaillait. À l'époque, en fait, c'était avant de choisir de partir sur Android. On essayait de développer notre propre plateforme Linux, à base de Linux. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ça paraît évident aujourd'hui d'avoir choisi Android. Je peux vous dire que quand on a pris cette décision, c'était une décision hyper difficile. Le premier smartphone HTC n'avait pas été lancé. Donc c'était basé sur la confiance qu'on avait, la connaissance qu'on avait d'Andy Rubin et de son équipe. Plus qu'autre chose, c'était absolument pas évident. Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent un petit peu ce business et qui étaient à Google I.O.,
ils ont annoncé donc, il y a 15 jours qu'il y a 900 000 nouveaux smartphones Android activés chaque jour. Donc, le premier produit Android a été livré probablement en novembre 2008. Novembre 2008 ou décembre 2008. Donc, nous, on a pris une décision en septembre. C'était une décision très difficile à prendre. La collaboration avec Samsung, on a arrêté ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté. Donc, on était avec Samsung et Docomo les moteurs de ce qui s'appelait Limo, qui était la plateforme Linux concurrente. Et donc, on a arrêté Limo pour se concentrer sur Android. Limo, Moblin, Montalvo, Migo, Maimo, ça a été un bordel, le Linux mobile, c'était... Le rachat de Symbol, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Pourquoi? Comment? Alors ça, c'était la partie donc Motorola Solutions. Donc moi, j'étais très loin de ça. Je pense qu'il s'est passé quelque chose. Ils ont dû avoir une croissance de 10-15% par an depuis l'acquisition, à peu près. Oui, mais ils ont créé des produits communs, des offres communes, ils ont fait quelque chose dans le B2B. Oui, absolument. C'est une plateforme B2B. Je donne l'exemple des voitures de location tout à l'heure. Ils ont un certain nombre de marchés. Ils ont fourni les TPV d'Apple, les terminaux points de vente mobiles d'Apple. Avant que ce soit des iPod Touch, c'était du Symbol. Ce qui était drôle d'ailleurs, parce que chaque fois que je voyais une carte de crédit passer dans ce truc-là, ça, il est coupé avec des trucs là, des aiguilles. Donc j'imaginais un coup d'aiguille chez Microsoft, quand ils vendaient un iPhone avec un truc comme ça, il y a un coup d'aiguille à Redmond, chez Microsoft, pour le Windows, le Windows CE qui était dedans, et puis un coup d'aiguille chez Motorola pour le SAP. Mais sérieux, c'était un gros business, les terminaux points de vente mobiles. C'est un gros business parce que derrière la vente du produit, il y a tout il y a un énorme contrat de maintenance très cher. C'est vraiment du B2B à la Oracle, au 18% de maintenance annuelle. Est-ce que Samsung va rester sous Android? Ou est-ce qu'ils vont créer leur propre... Bon, il faut demander à Samsung. Je pense que ton opinion. L'opinion, ils vont rester sur Android, ils vont pas faire que de l'Android. Ils vont essayer de faire une autre plateforme. Ils ont annoncé qu'ils allaient essayer de... Ils ont refaire. Ils ont 4 plateformes. Ils vont essayer de refaire une plateforme. Ils ont Tizen, qui est une plateforme pour les downphones européens. Bada, Windows Phone. Je pense qu'ils vont essayer de faire leur propre. Ils ont toujours eu cette velléité de faire leur propre plateforme. Et s'ils ne le font pas, ils vont essayer de faire une branche d'envoyer Moi j'avais une question sur la guerre des brevets qu'on évoque là, avec IBM qui vend ses brevets à des sociétés type Facebook qui n'en ont pas. On est en train d'avoir quand même ces plateformes qui sont quelque part des monopoles qui se musclent avec des brevets achetés, développés par d'autres. On accélère sur le phénomène brevet et plateforme. Comment tu vois ça avec cette expérience IP de Motorola? Je crois que le fond du problème est différent. C'est qu'en fait, tous les acteurs aujourd'hui nouveaux, les gros acteurs finalement, c'est Google, Microsoft, potentiellement toujours, Amazon, nouvel entrant. En Chine, en fait, les boîtes internet se lancent dans le mobile. Et donc tous ces gens viennent d'un milieu qui n'est pas un milieu industriel, un milieu où il n'y a pas de brevet, il n'y a pas d'IP, beaucoup d'argent, mais pour jouer dans la cour des industriels traditionnels, il faut avoir de l'IP. Donc c'est là qu'a commencé ce phénomène d'acquisition de brevets. Et je pense que c'est inéluctable, ça va continuer. Microsoft aujourd'hui a encore signé deux fabricants de tablettes à base d'Android. Mais ils gagnent plus d'argent sur les fonds Android que sur les téléphones de Microsoft. Avec les royalties. On voit pas de plus en plus des solutions de virtualisation des plateformes mobiles.
C'est une question d'IP, le fait que personne cherche à émuler les applis iOS. Je pense que les batailles de plateforme, c'est déjà le passé. Je pense que l'avenir, c'est HTML5 partout. Donc en fait, on développe une application HTML5 pour le mobile, pour le PC, pour la tablette, iOS, pas iOS. Voilà. Oui. Vous avez parlé beaucoup de réduction à chaque fois dans l'organisation, de réduction d'équipe, de réduction de revenus ou de focalisation. Aujourd'hui, on est dans une stratégie de globalisation. Oui. Vous, comment vous caractérisez l'organisation d'aujourd'hui ou demain? Je pense qu'en fait, déjà, je veux juste faire une petite parenthèse légale. Je n'ai pas vraiment parlé de réduction, j'ai dit on réduit réduction de portfolio. Donc réduction de portfolio. Et si j'étais en charge de cette entreprise, hypothétiquement, je ferais à partir d'une réduction de portfolio, une réduction de l'effectif. Ce que va faire Google, ça je ne sais pas. Il faut attendre de voir ce qu'ils vont faire. Je pense que si on regarde aujourd'hui, la plupart des téléphones sont fabriqués en Chine. Nous, Motorola, on fabriquait nos téléphones en Chine, dans nos propres usines. Apple fabrique bien, c'est connu. Samsung, HTC, Taïwan et la Chine. Donc en fait, le gros de l'industrie, pour ce qui est de la fabrication, mais de plus en plus le design et le développement logiciel, se fait là-bas. La création d'expériences uniques, d'applications, l'intégration de nouvelles expériences dans la maison, autour du mobile, c'est quelque chose qui est pensé ici. Je crois que c'est un petit peu la tendance en fait. Donc, quand on voit les jobs disparaître, il y a quand même une consolidation importante dans l'industrie. On attend les jours de Nokia sont peut-être comptés, les jours de RIM sont peut-être comptés, si j'en crois la Mandela. Il y a une consolidation de l'industrie d'une part, et d'autre part un déplacement géographique de la conception et la fabrication des produits, parce que les plateformes iOS est fermé, mais Android, plateforme ouverte, ça donne des outils. Une plateforme ouverte et gratuite, des outils fantastiques, des très bonnes bases d'engineering en Chine. Donc je crois qu'il y a ce mouvement de ce transfert d'effectifs vers la Chine qui est inéluctable. Il y a déjà deux branches d'Android en Chine qui sont une qui s'appelle Tapas et l'autre qui s'appelle Ofo, qui sont des fourches Android comme celle d'Amazon pour les téléphones mobiles. Ça permet de faire des téléphones mobiles qui sont du haut du bas de gamme, si je peux dire, au lieu d'avoir des feature phones, des dumb phones, ça permet Android de faire des téléphones pas chers et très très bons. Oui, contribution de Motorola sur Google dans 3 ans au niveau du profit. J'essaie de... Votre opinion. J'essaie de ne pas répondre. Désolé. Aujourd'hui, Motorola, c'était à peu près 10 milliards de dollars de revenus en smartphone. Je crois qu'ils ont un outil formidable. Ils ont une très bonne équipe. Ils vont probablement pouvoir devenir très compétitifs. Ils ont le bouche à oreille. Il y a un appeal de Google. Donc même si ces téléphones sont vendus sous la marque Motorola, je pense qu'il y a un appui important. Et ce sont des gens qui savent faire du marketing. Donc ils ont tout pour réussir. Tout pour réussir, ça veut dire qu'ils peuvent passer de 10 à 30. Maintenant, 30, qu'est-ce que sera le business de Google dans 3 ans? Je n'ai pas réfléchi à cette question. Donc, ce que représentera 30 sur... Mais bon, je mets la barre assez haute. Je pense que c'est tout à fait faisable. Tout à fait jouable. Une dernière question, parce que je vois qu'on ne s'ennuie pas puisque l'heure tourne, donc c'est possible. J'ai une question sur les marges. Donc, une des particularités du smartphone, c'est Apple et les Samsung qui font tous les profits. Donc, est-ce qu'il y a une masse critique qu'il faut avoir pour gagner de l'argent
par exemple en laissant les composants, ou c'est plutôt la capacité à maintenir ses prix à des opérateurs qui comptent? Comment on fait de l'argent dans le smartphone en fait? Apple a un business model qui est un peu particulier parce qu'ils ont réussi à créer tellement d'appeals sur leurs produits qu'ils ont plus de subsidies de la part des opérateurs que les OEM. Et donc déjà c'est plus facile maintenant pour eux de gagner de l'argent. C'est à leur mérite, hein, ils ont créé cette position. Et le volume, l'aspect de volume est un aspect très critique pour la plupart des composants. Donc la bill of materials est nécessairement plus avantageuse pour quelqu'un qui a beaucoup d'échelles. Beaucoup d'échelles. Donc Samsung et Apple sont très avantagés en cost par rapport à tous les autres équipes. Mais il faut regarder, on est tous partis de la même base. Hein, et quand Samsung a commencé les smartphones, Android, ils voulaient avoir vraiment du volume en smartphone après nous. Mais ils avaient gardé en fait une base globale très importante. Donc ils ont très vite pu avoir un volume par produit très important. Alors que pour Motorola, on était plus contraint sur le marché américain. La Chine, le marché croît très uniquement sur le haut de gamme. Et on était très absent de l'Europe. En fait, en Europe, le marché a été extrêmement fort sur les 3 dernières années. Et aussi, Samsung, ils ont beaucoup de composants qui sont dans l'iPhone aussi. Ils font leur argent comme ça. Donc, comment Samsung gagne de l'argent, ça c'est un autre débat. Je ne sais pas exactement comment on gagne de l'argent. On ne connaît pas les prix. Le chocolat coréen. Ils ont beaucoup de composants. Mais on ne connaît pas leur prix. Ouais. On connaît pas la réalité économique. S'ils font du profit ou pas. S'ils gagnent vraiment de l'argent ou pas, par contre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour leur business, ils ont tout. Ouais, ça, ils sont pour leur business, ils sont complètement intégrés, ils sont capables de... sauf quelques composantes chez Qualcomm, justement, de chez Broadcom. Il y a le côté radio, ils ne font pas. Mais tout le reste, les affichages, les processeurs, tout, ils font. Ils sont vraiment les gros méchants de ce... Ils sont dans les autres, ils vendent leurs composants dans les autres. Donc ils font aussi d'argent comme ça. Ou par exemple l'écran IPS et LG. Donc ils font beaucoup d'argent sur ça. Ok, merci beaucoup. Merci. Un petit souvenir de DBS, tu as déjà probablement une très belle collection de plaquettes licites sur ton bureau, donc un petit souvenir de ton passage ici. Merci beaucoup. Merci.